s'en va en guerre contre les inondations, une rencontre qui a réuni autour d'une table différentes parties prenantes a permis de préciser la conduite à tenir avant l'hivernage. Et puis, y a-t-il une réelle démocratie au sein de nos partis politiques? C'est le focus du jour, des analyses, des avis dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa Ndiaye. Bonsoir Sarah Cissé. Attendu demain, c'est donc finalement aujourd'hui que Farba Ngom s'est présenté aux enquêteurs de la police de Matam. Après 2 heures d'audition, le député a manifesté toute sa disponibilité à déférer à toute convocation du procureur de la République, Ali Bandelnian. Le député Farba Ngom s'est finalement présenté ce mercredi au commissariat de police de Matam. Attendu pour jeudi, le responsable politique de l'APR est entré dans la ville de Matam tôt le matin avant de prendre la direction du commissariat urbain de Matam. Farba Ngom a été auditionné pendant 2 heures par les enquêteurs de la police avant cette déclaration, lui au sorti du bureau du commissaire. Je me suis présenté aujourd'hui devant le commissaire urbain de Matam sous la convocation du procureur que je n'avais même pas reçu jusqu'à là où je vous parle. Tout a été traité au téléphone. Je n'ai pas reçu de convocation. Lorsque le procureur faisait sa conférence de presse, je n'ai pas reçu de convocation. L'audition, bon, ça je ne peux pas vous le dire. Hein? On a demandé quand même des questions, j'ai répondu. Le reste, que la force laisse à la loi. Je laisserai la justice faire son travail. Le responsable politique de l'APR, non moins griot attitré du chef de l'État, était en compagnie de son garde du corps. Farba Ngom a laissé entendre être à la disposition des enquêteurs en charge de faire toute la lumière sur les affrontements d'il y a une semaine. Affrontements au cours desquels des coups de feu avaient été entendus. Après Modissi, Mamadou Moridjaou et Farba Ngom, d'autres responsables de Matam sont attendus devant les enquêteurs. La convention collective et le paiement des indemnités de congés de 2011 et 2012, principaux points d'achoppement des négociations entre le Front unitaire des syndicats de nettoiement et l'entente Kadaka. Les différents acteurs se donnent un délai de 15 jours pour arrondir les angles. Hadi Atala, Ababakar Kamara. Les techniciens de surface et l'entente Kadakar sont en phase d'apaiser le climat social du nettoiement. Les acteurs ont initié des discussions pour une solution de la plateforme revendicative composée de 13 points. Seuls 11 ont été acquis, mais le Front unitaire reste optimiste. Nous attendons la convocation du comité paritaire. Le Front unitaire va choisir ses 3 mandataires. Kadakar 3 mandataires, l'État du Sénégal 3 mandataires, pour qu'on puisse vraiment entamer la validation de la convention collective. Ça, nous sommes tombés d'accord. Mais nous avons dit, à défaut même de la convention collective, il nous faut un accord d'établissement. On a trouvé des accords sur la question des tenues, sur la question des salaires, sur le bulletin de salaire. On est en train d'y travailler. Sur la convention, la subvention, l'amélioration de la situation sociale des travailleurs. Le président de l'entente est aujourd'hui d'accord et on est en train de rechercher le médecin, de recruter un médecin du travail, de mettre en place un service de médecine du travail. Les travailleurs du nettoiement se réjouissent de la rencontre. Ils invitent par ailleurs les autorités à œuvrer à la matérialisation des acquis, seul gage d'un apaisement. Nous leur avions demandé d'attendre 2014 pour que ces problèmes-là soient posés. Ce qu'ils ont accepté de faire. En 2014, ils sont retournés voir le président de l'entente Kadakar. Et il y a 10 jours, on est venu, on s'est réunis ici et on s'est accordé sur un agenda de travail sur 15 jours. Lundi prochain, on continuera effectivement à discuter et au finish, on ira rencontrer le président de l'entente Kadakar et les autorités du comité de l'entente pour soumettre les fruits effectivement de notre négociation. Nous sommes satisfaits de la suite qui a été donnée par rapport à ces négociations. Le Front unitaire des syndicats de nettoiement rassure en outre les ménages. Les membres martèlent qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement dans le travail, malgré la menace de certains. Le cussisme dans tous ses états. À l'origine de cette colère, le non-respect des engagements pris par l'État et les lenteurs administratives notées dans la délivrance de certains actes. En conférence de presse, les enseignants du QSEM ont dévoilé leur plan d'action pour parer ces insuffisances. Ils prévoient une marche dont la date n'a pas encore été fixée. Nous écoutons à ce propos le secrétaire général du QSEM, Abdoulaye Ndoye, au micro d'Aïssatou Païsal et Tcherno Laurent Mendy. Tenu cette conférence de presse, c'est pour d'abord dénoncer le fait que le gouvernement ne respecte jamais ses accords,
les accords qu'il a signés avec le CUSAMS. En effet, la date butoir du paiement des indemnités est fixée le 30 novembre. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Dans certaines localités comme Kidira, Tamba, Bambey, Thiès, Ziguinchor, pour ne citer que ces localités-là, des enseignants n'ont pas toujours perçu leurs indemnités. Et c'est ce qu'il convient d'appeler un retour de bâton pour les enseignants du centre de formation professionnelle et technique. Les grèves qu'ils avaient observées au mois d'octobre et novembre dernier leur ont coûté cher puisque des ponctions ont été effectuées sur leur salaire. Une sanction qui leur est restée en travers de la gorge et résultat, ils sont à nouveau en grève. Nous écoutons Ousseynou Gueye au micro d'Ibrahima Kamara. Le ministère a engagé une procédure pour qu'une émission spéciale de rétablissement des salaires pour ces 25 formateurs intervienne en principe vers la mi-mars. Parallèlement, le ministère a convoqué une réunion pour demain, jeudi, une réunion pour que des solutions qui seront à proposer soient analysées et que nous puissions en tout cas reprendre avec tous les formateurs les enseignements en direction des étudiants. Après les enseignants du CFPT, c'est au tour de leurs élèves d'entrer dans la danse. Solidaires aux revendications de leurs professeurs, ils viennent de fixer un ultimatum de 48 heures aux autorités pour régler le différend. Ils réclament la reprise des cours dans les plus brefs délais. Nous écoutons Abdoulaye Ndiaye. Il est au micro d'Abdoukhadr Mbakesek, il est étudiant au CFPT. Pour réclamer que le professeur nous fasse nos cours dans les plus brefs délais. Parce que ce n'est pas nous qui sommes en mouvement de demeure, c'est plutôt les professeurs qui sont en mouvement de demeure depuis une semaine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'école, on a fait 2 mois de grève. Les professeurs ont fait 2 mois de grève. Dans le début de lundi 3, les professeurs nous ont convoqués pour nous dire qu'ils ont suspendu leur participation dans les cours du jour et cours du soir. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus professeurs du CFPT parce qu'ils ont été suspendus. Suspension, ils ont dit que c'est dû à une lettre introduite par le directeur au niveau de l'IA qui demandait leur suspension. Le directeur, lui, de son côté, il nous a dit qu'il a fait que rapporter finalement son droit à chaque fois que les professeurs sont absentés. Mais nous, on ne peut pas dire que tout ça ne nous concerne pas, certes, parce que c'est à cause de ça qu'on ne fait pas cours. Mais tout ce que nous réclamons, c'est que dans les plus brefs délais, qu'on règle ce contentieux, qu'il n'y ait que des problèmes de règlement de compte personnel. Si les candidats sont épuisés sans que le problème soit réglé, nous allons descendre sur la route. Nous allons utiliser tous les moyens possibles pour que notre droit soit respecté. Nous sommes à un trimestre de la période hivernale au sein du gouvernement. Des dispositions sont d'ores et déjà prises pour barrer la route aux inondations. Une rencontre avec les parties prenantes s'est déroulée ce matin. Au menu des discussions, l'exécution des travaux à mener avant le début de l'hivernage. Compte rendu, Aminata Mbaresso et Diafaraba. L'hivernage approche, l'État a annoncé chantier pour 2014, un plan d'action pour faire face aux inondations. En tout cas, l'objectif, c'est que pour 2014, qu'on ne fasse pas moins que 2013, ce qu'on a fait en 2013. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, les acteurs ont fait preuve de réactivité l'année dernière et sont tous engagés, en tout cas pour 2014, à prendre les mesures conservatoires déjà, parce qu'il nous faut désensabler, il nous faut faire le curage des canaux à ciel ouvert, les autorités administratives en rapport avec les maires pour qui les compétences sont transférées, parce que les canaux à ciel ouvert sont du ressort un peu des maires, vont faire ce travail de curage, d'écrêtage également. Et je pense que normalement, nous devrions avoir moins de problèmes. En tout cas, ces travaux devraient contribuer fortement à augmenter la résilience des populations. Depuis 2013, des travaux sont engagés dans certaines localités, mais la hantise des inondations demeure. Tali Diallo continue à poser problème, de même que le marigot de Mobus. Mais là, nous allons nous retrouver en commission technique avec les partenaires, les différents acteurs, pour traiter ce problème. Et je pense que, en tout cas, l'objectif, c'est que pour 2014, qu'on ne fasse pas moins que 2013, ce qu'on a fait en 2013.
Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour la saison des pluies 2014, l'État met les bouchées doubles afin de réduire au maximum les dégâts liés aux inondations. L'accès aux semences de qualité, une production agricole en grande quantité, un casse-tête pour les agriculteurs sénégalais. C'est en tout cas le principal constat de nos reporters après échange avec les agriculteurs. C'était à la Fiara, suivant ce reportage d'Ibrahim Makamara et Mohamed Dien. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales regroupe cette année encore tous les agriculteurs de la sous-région. Ces derniers rencontrent des difficultés d'accès aux semences de qualité. Si par exemple, toutes les régions ont accès aux graines et ils ont une sensibilisation suffisante, là, ça peut aider, par exemple, ça peut aider tout le Sénégal. La production en grande quantité est l'autre problème que rencontrent les producteurs. Actuellement, on a les graines à Kédougou, on a les semences, les légumes à Kédougou. Même si ce n'est pas abondant, mais on en a quand même. C'est à Dakar ici qu'on prend les légumes qu'on amène à Kédougou. La maîtrise de l'eau dans le casier de Kobilo à Matam et les frais liés aux aménagements sont aussi des casse-têtes. Je suis dans le casier de Kobilo. Nous avons des problèmes de maîtrise de l'eau du Djamel, un affluent du fleuve Sénégal. Le coût de l'électricité qui alimente la pompe dont nous disposons aussi est un autre problème que nous rencontrons. Plus en plus, les gens commencent à négliger l'agriculture. Par contre, l'agriculture, c'est le moteur de développement. J'ai mon projet, mais actuellement, j'ai un problème de finances. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas établir des rapports parce qu'on a fait l'étude du projet. Mais il nous reste tout simplement des encadreurs, des financements pour que nous puissions participer au développement du Sénégal. L'agriculture sénégalaise, jadis l'épine dorsale de l'économie du pays, peine toujours à retrouver son lustre d'antan. En novembre prochain, Dakar sera la capitale du sommet de la francophonie. Pour préparer l'événement, le ministre de la Culture s'est rendu ce matin à Diamniadio, le site qui doit abriter le Centre international de conférences. Abdou Aziz Mbaye, accompagné du grand sculpteur Ousmane Sow, a fait part de sa volonté d'impliquer les artistes sénégalais à la réussite du 15e sommet international des chefs d'État et de gouvernement pour la francophonie. Daouda Sow, Modou Diop. Diamniadio, le centre de conférence internationale de Dakar, sort de terre près de 4 mois après le début des travaux. Occasion pour le ministre de la Culture de venir apprécier. La première fois qu'on est venu, il nous avait dit qu'ils avaient une semaine d'avance. Et maintenant, ils ont 3 semaines d'avance sur le calendrier. If I'm not wrong, you are 3 weeks ahead. Correct, correct. Et 3 semaines d'avance sur un calendrier aussi court, ça montre réellement une détermination à aller de l'avant. Rien que dans mes yeux de béotien, je vois vraiment qu'il y a un énorme travail qui est en train d'être abattu. Au-delà de la conférence de la francophonie, l'art sénégalais sera en vedette. La contribution de l'artiste Ousmane Sow, très attendue au sommet. Le bon ordre, c'est de commencer par le commencement. Et le commencement, c'est celui qu'on a aujourd'hui qui représente l'excellence de la qualité artistique aujourd'hui au Sénégal. C'est Ousmane Sow. Quand on me demande, comment dirais-je, de participer à un événement, encore faut-il que je croie à cet événement. Et c'est le cas aujourd'hui avec cette institution. Donc je suis prêt à aller à fond. Les travaux achevés, le site va aussi accueillir un musée et une galerie d'art. 3 catégories d'artistes ciblés pour y exposer. Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow, les différents lauréats au Grand Prix du chef de l'État pour les arts et enfin les artistes évoluant dans l'art visuel vont aussi être associés par appel d'offres. Après son lancement officiel le 4 novembre, la livraison de l'édifice est prévue au mois d'août, un bijou pour la culture sénégalaise. Le focus du jour à présent avec cette question, y a-t-il une réelle démocratie au sein de nos partis politiques? Une interrogation à l'ordre du jour avec la récente décision de Moustapha Niasse de ne pas se présenter en 2017. Au Sénégal, l'histoire démontre que dans la majorité des cas, le parti est propriété de celui qui finance. Nafissatou Sila, Ababakar Camara.
La patrimonialisation des partis politiques, une réalité au Sénégal. Difficile de voir un secrétaire général céder son fauteuil. Deux cas de figure, le PDS et l'AFP. Quand on dit que Abdoulaye Wade, par exemple, pour parler de lui, est la constante du PDS, ça veut dire qu'en en étant le créateur, le secrétaire général national, il en est de facto l'alpha et l'oméga. Même quand il n'est pas là physiquement, l'on observe que le parti a du mal à fonctionner. Vous savez, quand on entend Moustapha Niasse dire que jusqu'à son dernier souffle, il décidera finalement de la trajectoire du parti, c'est quand même regrettable pour des gens supposés défendre la démocratie. Il y aurait une explication pour le docteur en sciences politiques. Tout partirait de l'autofinancement même du parti. Quand on crée un parti politique, on est considéré comme en être le propriétaire. Le problème majeur des partis politiques en Afrique, c'est qu'ils ne vivent que des subsides du patron en réalité. Mais tant que le principal pourvoyeur de finances est celui qui l'a créé, il aura toute la latitude de rester à la tête, quelles que soient par ailleurs les contestations ou les dissensions qu'il peut y avoir au sein de ce parti. Pour apporter une solution à cette situation et instaurer une démocratie au sein des partis politiques, la problématique du financement public s'impose. S'il y avait une allocation étatique pour les partis politiques, tout au moins les partis politiques participant aux échéances électorales, alors il y aurait une plus grande lisibilité et peut-être une plus grande transparence dans la gestion de ces partis. Au sein des partis politiques sénégalais, jamais n'est intervenue une succession au secrétariat général. À chaque tentative, c'est une exclusion ou une scission dans le parti. Alors, les partis politiques sont-ils une propriété de leurs fondateurs? Cette fois-ci, c'est au tour des militants d'en juger et les avis sont partagés, Sarah. Au sein du parti au pouvoir, par exemple, le président qui porte son projet politique aurait toujours le dernier mot. Par contre, chez Bokk Gis Gis, le dialogue et le consensus seraient les maîtres mots d'après ce reportage, Cheikh Abdou Khadr Mbacké Seck. Démocratie, un concept qui divise à l'intérieur des partis politiques. Opposition comme parti au pouvoir affiche des positions tranchées. Nous avons vécu des situations, des scénarios qui ont fait que, en fait, nous sommes sortis de ces partis pour créer un autre parti. Et nous avons pris le soin, en créant le parti, de se regarder les yeux dans les yeux, de se parler et de discuter sur, en fait, tous les points concernant les statuts et le règlement intérieur, de sorte à instaurer une démocratie interne. L'APR est née de l'ambition politique d'un individu qui s'appelle Macky Sall, auquel nous nous sommes greffés. Nous avons donné au projet une forme de parti politique. Mais comment voulez-vous que dans le fonctionnement de l'APR, l'avis de Macky Sall ne compte pas, qu'un autre avis compte? Très difficile à concevoir. En général, les chefs de parti sont les principaux bailleurs de ces formations politiques, ce qui pose le problème du financement au sein de ces partis. Si moi, Abdourahmane Ndiaye, il m'arrivait d'avoir un projet politique autour duquel se grefferaient des gens, je serais obligé de financer ce projet politique. Et donc le financement que j'en fais d'ailleurs rend pratiquement, je ne veux pas utiliser un terme méchant, mais rend encore plus fidèle, entre guillemets, ceux qui sont autour de moi. Il faudrait exhorter les membres à avoir cet esprit de cotisation, de liberté. Parce qu'en fait c'est une forme de liberté, hein? C'est une forme de liberté. Cotiser pour un parti, cotiser pour une association, c'est une forme de liberté. C'est avoir droit au chapitre pour dire ce qu'on veut dire. Avec Moustapha Niasse qui offre l'AFP à Macky Sall, la question de la démocratie interne reste en suspens, notamment dans les partis de la mouvance présidentielle. Moustapha Niasse, justement, dont la décision de réitérer son engagement aux côtés du président Macky Sall en 2017 en choque plus d'un, Léa. Après les réactions des politiques et des spécialistes, c'est au tour des citoyens de donner leur avis. Nous les écoutons au micro de Fatima Thiam et Ababakar Kamara. Je ne suis pas surpris des déclarations de Moustapha Niasse. En fait, ceci ne vient que confirmer que vraiment les dirigeants politiques sénégalais qui ont atteint l'âge de partir, notamment qui ont eu de 75 à 80 ans, doivent maintenant céder la place aux jeunes. Parce qu'ils regroupent à leur sein, au sein même de leur parti, des jeunes qui sont compétents et qui peuvent même en fait faire mieux qu'eux. Moustapha Niasse a le droit, je crois, de dire qu'il ne quitte pas la tête de son parti. Pour la bonne et simple raison que tout le monde sait que c'est le fils de Léopold Sédar Senghor et du Parti Socialiste. Il a quitté le Parti Socialiste, il avait ses raisons à lui de quitter le Parti Socialiste, c'est lui qui a créé l'AFP. Donc s'il dit qu'il reste à la tête de son parti, je pense que c'est son droit le plus absolu. Je trouve ça comme un manque de respect
vis-à-vis de ses militants et de ses responsables. Parce que sortir ce genre de propos, vraiment c'est trop. Le parti ne se limite pas qu'à Moustapha Niasse. Il y a des Sénégalais qui sont autour de lui, qui travaillent pour la massification de son parti. Dire que tant qu'il est vivant, il sera à la tête du parti et qu'il n'accepterait pas que quelqu'un de son parti s'oppose au président Macky Sall, je pense que c'est trop. Je crois que ce sont les jeunes aussi qui doivent se révolter et qui se disent aussi qu'eux aussi ils sont matures et qui sont à même de diriger l'AFP. Allez, c'est parti pour le sport avec l'AS Pikine en tête de la Ligue 1 après la 12e journée. Les améliorations apportées par le coach Alassane Dia ont commencé à se faire ressentir en fin de saison dernière où le club avait terminé 3e. Pikine peut se permettre de rêver. Cherche Sadibou Diarra, Hadi Atala et Younous Diatta. La méthode du coach Alassane Dia commence à porter ses fruits. L'AS Pikine, son équipe, est leader avec 22 points de la Ligue 1 après 12 journées. Une régularité et l'implication de tout l'effectif comme leitmotiv. La rigueur dans le travail, dans le comportement. Là, ça fait partie aussi du discours qu'on tient aux joueurs. Là, une bonne équipe qui tend à vouloir devenir une grande équipe doit être constante dans ses efforts et dans sa production. Tout le monde est important. Je ne cesse de le dire. Les remplaçants surtout, je les appelle de l'or. Cependant, l'euphorie ne gagne pas le club pikinois. La sérénité et la bonne santé financière n'y changent rien. Personne ne peut s'assurer de remporter le championnat car il est très disputé cette année. C'est notre travail hivernal entamé très tôt en Gambie qui paye en ce moment. Les salaires arrivent à temps. Confiant dans la lutte pour le titre, Alassane Dia n'exclut pas pour autant de possibles renforts pour son groupe. Espérons en tout cas trouver ces joueurs-là qui peuvent venir nous donner un coup de main. Mais on ne se plaint pas avec ce que nous avons là. J'avoue que je ne me plains pas parce que c'est des garçons que j'ai eus l'année dernière et qui ont compris ce que je veux dans le jeu, en sorte d'être là à l'arrivée. À l'arrivée, à la fin du championnat, si nous pouvons être à notre place actuelle, ce serait très bien. La première place du classement de l'AS Pikine à 2 journées de la fin de la phase finale allée donne un espoir de titre à tous les supporters pikinois. Leur forte présence en témoigne. Football toujours, cette fois hors de chez nous, avec la première partie des 8e de finale, retour de la Ligue des champions européens. Et le Bayern de Munich et l'Atlético Madrid se sont qualifiés pour le prochain tour aux dépens d'Arsenal et du Milan AC. Un récit signé Chertidiane John. Le Bayern de Munich concerne son avantage en faisant le match nul 1-1 contre les Gunners condamnés à un exploit chez les champions d'Europe en titre. Dominateurs tout au long du match, les Bavarois ont confirmé sans gagner cette fois-ci face à un adversaire qu'ils avaient déjà éliminé au même stade de la compétition de la saison dernière. Schweinsteiger, bénéficiant d'une subtile passe décisive de Ribéry, a ouvert le score en seconde période. Un avantage de courte durée, Arsenal a égalisé 3 minutes plus tard par l'intermédiaire de Podolski, un but entaché d'une faute non sifflée sur Philippe Lam. L'autre qualifié du soir, Atlético Madrid, grâce au doublé de Diego Dacosta et Ardan Turan. L'égalisation de Kaka à la 27e minute au terme d'un beau mouvement collectif, Atlético Madrid n'avait plus atteint les quarts de finale de la Champions League depuis 17 ans. Et donc, cette brève qui met fin au journal, l'affiche de la soirée pour la manche retour, ce sera donc FC Barcelone qui jouera contre Manchester City. PSG affrontera Bayern Leverkusen, des résultats que vous aurez certainement dans le 0 heure. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles de la maison. Merci de l'avoir suivi. À 21 h, vous pourrez suivre Faram Fatché avec Pape Ndiaye. Le 0 heure sera assuré par Cher Tidiane Diao, mais l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Au revoir Léa Ndiaye. Au revoir Sarah Cissé. Au revoir à tous, excellente soirée sur cette antenne.